Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsys Cyborg où nous allons vous présenter la version 12 de Sage Enterprise Management, aussi connue sous le nom de Sage X3. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Jean-Pierre Boutin, responsable avant-vente Sage Enterprise Management. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un petit point sur l'agenda de la session d'aujourd'hui. Nous commencerons par quelques chiffres clés sur Apsys Cyborg. Ensuite, nous introduirons donc la solution Sage Enterprise Management pour parler enfin des nouveautés de la version 12. Nous terminerons bien évidemment par une session questions-réponses où vous pourrez nous indiquer vos questions. Alors, quelques chiffres clés sur Apsys Cyborg. Donc, Apsys Cyborg, c'est 30 années d'expertise que nous mettons au service de nos 3300 clients. Nous avons réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros et nous comptons aujourd'hui 500 collaborateurs, dont plus de la moitié sont des consultants dédiés à la mise en place de vos projets. Notre effectif est réparti en 16 agences, 14 agences en France et 2 à l'international. Apsys Cyborg, c'est également 4 domaines d'expertise. Tout d'abord, une expertise autour des logiciels de gestion de l'ERP et du CRM, mais aussi des domaines d'expertise autour du reporting et du décisionnel, des solutions collaboratives et de l'hébergement avec notre offre Apsys Cyborg Cloud. Enfin, Apsys Cyborg, c'est aussi une dimension de conseil, puisque nous pouvons vous accompagner dans l'élaboration de vos projets et dans votre transformation numérique. Bien, je vais maintenant laisser la main à Jean-Pierre Boutin pour la présentation de Sage Enterprise Management. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire Sage Enterprise Management version 12, donc les nouveautés. En préambule, je vous propose de dérouler quelques slides sur une introduction autour donc, de Sage Enterprise Management. Alors, Enterprise Management aujourd'hui est une solution donc dédiée aux PME, TPE, PME, PMI. Cette solution est totalement modulaire autour des grands modules de la dimension financière jusqu'à la partie production, en balayant les process de négoce, de distribution, d'achat et de vente, le tout basé sur une structure de stockage. Donc cette solution modulaire vous permet d'adresser vos différents métiers, et vos différents besoins en fonction des besoins que vous pourriez avoir à un instant bien précis. Cette solution, elle est sur la partie centrale, vous voyez, en gris, elle est architecturée d'un point de vue client léger. Donc la solution est full web, ça veut dire que uniquement un navigateur, quel qu'il soit, Internet Explorer, Chrome, Firefox ou autres navigateurs, vont pouvoir adresser la solution Sage Enterprise Management. Cette solution donc va être accessible aussi bien par des terminaux de type PC fixe, PC portable, mais aussi des terminaux plus légers comme des tablettes, que ce soit dans un monde iOS ou Android, jusqu'à des smartphones pour pouvoir assurer des consultations, mais aussi pourquoi pas assurer des process dits de validation, voire de saisie, déportés sous réserve que vous ayez donc des connexions. Donc la solution est full web, accessible aux différents drivers qui peuvent être utilisés dans des contextes métiers et dans des contextes administratifs. La solution, sur la partie verte en bas, vous voyez quelques exemples de fonctionnalités transverses. On va parler d'affectation, de gestion des rôles, on va parler d'habilitation au profil métier, on va pouvoir à l'issue donc de ces habilitations retrouver un environnement de travail, un cadre de travail. Donc ça, ce sont des éléments qui sont basés principalement sur ce qu'on va appeler la notion de rôle, de métier. La solution permet d'être en totale collaboration entre les différents collaborateurs d'un système d'information, mais aussi avec l'extérieur, avec vos tiers, qu'ils soient clients, fournisseurs et autres prestataires. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir partager tout un ensemble de documents, partager ces documents et vraiment de pouvoir aussi
faire une étroite collaboration avec des outils comme Microsoft, la suite Microsoft Office, au travers de solutions comme Excel, comme Word ou comme Outlook, pour pouvoir partager des calendriers à titre d'exemple. Bien évidemment, la solution, c'est de pouvoir, quand on parle de communication, c'est de pouvoir vous donner la bonne information au bon moment. Donc, au travers d'un module de workflow qui est totalement transverse, qui va donc pouvoir adresser les différents modules référencés ci-dessus. Donc, les différents workflows de deux grandes natures. Le workflow d'information qui vous permet de pousser de l'information à un utilisateur qui aurait fait une modification. L'information va être poussée à un autre groupe d'utilisateurs pour pouvoir informer de la modification d'une donnée parce que cette donnée est sensible. L'autre process de workflow va être un workflow dit de processus de traitement, et notamment ce processus va vous permettre de conditionner des traitements au travers donc de la solution. Exemple, une demande d'achat qui aurait été saisie par un collaborateur, avant de pouvoir être transformée en commande, va devoir être validée par une autorité, peut-être à un premier niveau, soit à deux niveaux d'autorité, pour pouvoir devenir la commande. Et enfin, c'est de pouvoir vous proposer tout un ensemble d'indicateurs en totale intégration, là aussi sur les modules, mais en totale intégration sur l'ensemble des services que compose la solution 7GM. Bien évidemment, la solution 7GM est utilisée dans plus de 100 pays. Donc ça, c'est un point fort de la solution, c'est de pouvoir répondre à vos attentes aussi bien internationales et d'accompagnement de votre structure, que ce soit en externe, mais aussi en interne, au travers de filiales, de sociétés, de structures externes. Donc, c'est de pouvoir adresser des pays, des langues, mais aussi des notions de législation. C'est de pouvoir donc être compatible avec différentes législations selon les contextes. Toujours dans la même logique d'internationalisation et de structure, c'est de pouvoir référencer des structures au regard de vos besoins. Exemple, vous êtes un groupe qui va se diviser en une ou plusieurs sociétés. Elles-mêmes vont se subdiviser dans des établissements au sens financier ou opérationnel en fonction de vos besoins. Donc là, c'est vraiment pouvoir dessiner une structure de type groupe qui va se décliner jusqu'au niveau le plus bas, qui va être l'entité d'exploitation. On va parler de business unit, on va parler de structure commerciale, on va pouvoir parler d'unité de stockage, on va pouvoir parler de tout un ensemble donc de structures qui vous permettent d'accompagner vos différents process et d'alimentation de données, aussi bien de référentiels que de données de type événementiel. Donc cette structure groupe va vous permettre de diffuser de l'information. Donc là, on va être dans une lecture descendante pour pouvoir donner la bonne information aux différentes structures que compose le groupe. Et enfin, ascendante, c'est de pouvoir faire, par exemple, des consolidations. Si on met une dimension financière sur cet aspect-là, c'est de pouvoir regrouper une balance comptable de plusieurs sociétés, voire de plusieurs établissements, en une balance groupe. En haut à droite, donc, on a déjà abordé l'aspect international. Et enfin, en bas à droite de ce slide, c'est de pouvoir traiter des problématiques donc de multi-sociétés, multi-structures, inter-sociétés, inter-entités. Un site qui doit honorer une commande client au travers, donc va faire une demande d'achat au travers d'une autre société, eh bien, tout un ensemble de process automatiques vont se déclencher. Un acte d'achat d'une structure A vers une structure B va devenir un acte de vente dans cette structure B, il va être préparé. La préparation va donner lieu à une livraison qui va permettre donc de livrer, de gérer le transit au titre donc de la société qui a fait la demande, qui a initié le processus intersociété, pour derrière, après avoir assuré la partie logistique, assurer la partie administrative au travers soit de cession, soit de rétrofacturation. Donc là, c'est vraiment un point important pour mieux accompagner vos différents process et métiers. La solution, elle est fournie dans une version standard. Cette version standard va pouvoir être complétée de différents paramètres métiers pour pouvoir adapter la solution à des fins de saisie, à des fins de processus, à des fins de manipulation. La solution donc va pouvoir être complétée, on a déjà cité l'exemple, via des moteurs workflow pour pouvoir, on a tout un ensemble de standards, mais ces workflows peuvent être paramétrés au gré de vos besoins et au regard de vos envies et de vos processus. C'est bien entendu de tenir compte de la partie habilitation. Le tout reposant sur un modèle de données standard, modulaire et évolutif. Évolutif au sens, on va pouvoir conditionner, créer de nouveaux champs, voire de nouvelles tables pour compléter le référentiel, pour pouvoir compléter les données événementielles, pour mieux coller là encore à vos processus. C'est bien évidemment de s'inscrire dans un système d'information.
système d'information qui va être composé donc de la solution centrale, l'ERP, dans lequel vont venir, par exemple, se déverser des écritures issues d'OD de paye. C'est aussi de pouvoir s'interfacer avec des sites e-commerce, aussi bien en interface entrante et sortante. Alors, je parle d'interface, on peut parler d'interface, mais on peut aussi avoir des besoins, bien évidemment, de temps réel quand on parle avec un site e-commerce. Et donc là, on va parler de web service pour échanger entre différentes applications. Et enfin, si nécessaire, c'est de pouvoir compléter le standard de Sage Enterprise Management au travers de fonctionnalités complémentaires via des outils de développement. Développement pouvant être assuré par AppSyBorg en travers donc des différents projets. Pour terminer sur cette partie introduction à Sage Enterprise Management, c'est de pouvoir donc l'éditeur Sage nous accompagne, nous en tant qu'intégrateur de la solution Sage Enterprise Management vis-à-vis de nos clients. Donc l'éditeur Sage est présent sur 3 grandes dimensions. La notion d'usage, c'est de pouvoir faire référence et de suivre les nouvelles méthodes de navigation des utilisateurs. La solution est full web depuis plus de 6 ans dans la solution donc Sage Enterprise Management, anciennement donc XE3. Donc, c'est de pouvoir accompagner les usages et les habitudes de navigation des différents utilisateurs. On fera un petit focus tout de suite après sur les nouveautés de la V12. Il y a eu une refonte, entre autres, de la partie d'ergonomie pour mieux coller, là encore, aux besoins de ces utilisateurs. C'est de pouvoir vous accompagner sur des process de fonctionnalité. C'est de pouvoir initier de nouvelles fonctionnalités, mais aussi de les compléter au fil des versions. Petite parenthèse, les versions étaient autrefois sur un trend de plutôt 3-4 ans. Depuis 5 ans, les versions sont plutôt au fil de tous les ans, année et demie, pour pouvoir mieux accompagner les besoins et les nouvelles fonctionnalités liées aux demandes de plus en plus importantes de nos utilisateurs. Et enfin, c'est de pouvoir accompagner aussi bien des partenaires comme AppSyBorg que d'autres partenaires pour pouvoir justement intégrer la partie intégration, déploiement, mise en place de la solution dans vos contextes. Ce que je vous propose, donc, c'est de clôturer cette partie introduction SageEM pour passer maintenant sur l'objectif de ce webinaire, donc les nouveautés V12. Donc, la version 12 est sortie en ce début d'année, donc 2019. Cette version 12 accompagne tout un ensemble de grandes nouveautés qui ont été mis à disposition des clients Sage Enterprise Management, mais aussi de nouveaux prospects et de tout l'écosystème autour donc de Sage Enterprise Management. Donc, premier aspect, il y a eu une refonte. Donc là, la solution a été initiée full web dans la version 7, pour ceux qui ont connu donc cette version. Version 7 qui a apporté le passage du client-serveur vers le client léger full web, donc à horizon d'il y a 6-7 ans, donc version 7. Cette version 7 avait un très bon premier niveau de principe de navigation d'ergonomie au regard des us et coutumes qui sont utilisés sur le net. Il y a eu un besoin de refondre tout un ensemble de principes de navigation, d'où la refonte au travers de l'ergonomie de la V12 que je vous illustrerai tout de suite après. Donc cette notion de nouvelle ergonomie permet surtout de prendre en compte la notion de responsive design, c'est de vraiment pouvoir adapter l'écran à la taille du support. Vous êtes sur un terminal PC par rapport à un smartphone, eh bien il y a tout un ensemble de champs qui doivent être. Alors, bien évidemment, c'est le côté portrait paysage, en fonction de la façon dont vous tenez votre support, est-ce que vous êtes plutôt en mode portrait ou en mode paysage, mais c'est aussi de pouvoir piloter quels vont être les champs qui vont apparaître dans tel environnement matériel par rapport à tel autre environnement matériel. Donc là, on va être sur une solution full responsive design avec tout un ensemble de fonctionnalités complémentaires qui permet d'avoir notamment la notion d'un concepteur d'écran simplifié qui vous permet de définir quels sont les champs que vous habilitez sur un support, à contrario d'un autre support. Donc, je vous propose de passer maintenant sur la partie présentation de la solution. Je vais me connecter au travers d'un navigateur tel que Chrome. Ce navigateur Chrome donc me permet au travers du favori d'utiliser donc un login, un mot de passe pour pouvoir me connecter à la solution Sage Enterprise Management. Cette solution Sage Enterprise Management va garder les mêmes principes, les mêmes grands principes de fonctionnement que vous connaissez depuis la version 7. Ces principes de fonctionnement sont de mettre à disposition de l'utilisateur au regard de son login, de son mot de passe et donc du ou des métiers auxquels il est habilité, du ou des rôles auxquels l'utilisateur est habilité, de pouvoir mettre à disposition de ces utilisateurs
un ensemble de portails de travail. Par la notion de portail, on va pouvoir inclure la notion d'indicateur, indicateur graphique, indicateur numérique en fonction des besoins. Donc ces indicateurs sont personnalisés et affectés à l'utilisateur et à ses métiers, sous forme donc ici, vous voyez, d'indicateurs graphiques qui permettent de faire des analyses descendantes, ascendantes dans la solution. Donc là, on est sur des notions de statistiques, de KPI plutôt événementiels au regard d'un portefeuille de commandes d'achat. Quelles sont toutes les commandes attendues aujourd'hui, les chiffres d'affaires constatés au titre des ventes, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est de pouvoir vous mettre à disposition tout un ensemble aussi d'informations via des représentations de type calendrier. Cette représentation de type calendrier me permet d'afficher sous ce format-là un ensemble d'éléments, par exemple la liste des commandes à livrer sous format de calendrier. Et on est dans une navigation totalement transverse et de pouvoir accéder aux détails de l'information via ce calendrier. Ça me permet d'aller directement dans la solution de la transaction de type commande qui doit être réceptionnée ce jour, pouvoir faire des corrections qui vont bien et de pouvoir revenir sur mon écran d'accueil. C'est enfin de pouvoir vous donner donc tout un ensemble d'autres indicateurs, y compris au travers de la solution qui est complétée d'une solution décisionnelle, au travers donc de Sage Enterprise Intelligence. Vous avez ici un exemple dans un contexte plutôt orienté à pro. Donc j'ai un tableau de bord ici qui va me permettre d'accéder à un ensemble d'informations autour des approvisionnements. Je vais peut-être prendre plutôt celui-ci au travers du directeur financier, excusez-moi. Ce tableau directeur financier me permet d'affecter tout un ensemble d'indicateurs. On va parler de dashboard. Donc ces dashboards étant orientés directeur financier me permettent donc de consulter l'information, me permettent aussi de filtrer, de dire maintenant ce qui m'intéresse c'est 2018 et donc je vais rafraîchir l'ensemble de ces indicateurs au regard de ce filtre. J'ai pris l'exemple du directeur financier. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du navigateur avec un portail dédié à un responsable des achats. Ça me permet de parler de quantité et de montant d'achat qui me serait habilité par mois au regard là aussi d'un indicateur que serait l'année pour pouvoir faire des analyses et des comparaisons et ainsi de suite. C'est aussi de pouvoir accéder à tout un ensemble d'autres informations. La introduction au travers des portails. Évidemment, la notion de la solution V12, vous avez toujours la possibilité d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités au travers de menus, tels que vous les connaissiez en client-serveur, tels que vous les connaissiez en version 7 et les versions depuis cette version 7. C'est donc de pouvoir accéder à un portail de l'ensemble des fonctions auxquelles vous êtes habilité. J'ai sur la partie gauche l'ensemble des chapitres pour lesquels moi j'ai des habilitations. Je peux tout réduire, l'ensemble de mes fonctions pour peut-être faire un focus sur la partie vente. Dans la partie vente, gestion des commandes et de pouvoir accéder à la prise de commande au travers de l'accès à cette fonction via le bouton gestion de commande ici présent. C'est de pouvoir toujours gérer la notion des favoris, retirer, désigner ou rajouter les commandes ouvertes, par exemple, à la gestion des favoris. La gestion des favoris que vous allez retrouver sur cette partie haute, et c'est donc de pouvoir accéder directement. Je suis sur mon portail d'accueil. Je vais donc pouvoir accéder aux favoris pour aller voir, par exemple, les commandes ouvertes, la gestion des contrats, tels que moi je l'ai référencé dans mes favoris et donc dans mon environnement de travail. Ça me permet donc de ressortir de ma fonction pour revenir sur mon portail d'accueil. Pour revenir à la partie navigation, pour retrouver une fonction bien précise dans l'ensemble des fonctions qui me sont habilitées, vous voyez, j'ai une petite fenêtre de recherche qui me permet de retrouver ici, donne-moi toutes les occurrences qui font référence à la notion de client. J'ai 41 occurrences faisant référence à la notion de client. Eh bien, je vais pouvoir à l'intérieur, vous voyez, dans le chapitre vente, copie, élément client, et ainsi de suite, pour accéder à la fiche client, accéder à tout un ensemble de fonctions. J'ai donc aussi, pour revenir 2 secondes à la partie favoris, la possibilité, ces notions de favoris, de les sélectionner, mais aussi de pouvoir afficher la barre de favoris. Vous voyez sur la partie haute, l'ensemble des fonctions favorites sont systématiquement affichées. Quel que soit l'endroit où je vais me trouver, je vais pouvoir faire appel à ces différentes fonctions. Petit rappel en termes d'ergonomie, vous avez aussi la possibilité à tout moment de faire appel à ce qu'on va appeler à une recherche dynamique.
Ici, j'ai par exemple, moi je recherche un article, par exemple de type mamelon. Ça me permet d'avoir dans un contexte de bricolage, d'avoir ici une fonction qui m'affiche tout un ensemble d'éléments. Alors aussi bien fonction opérationnelle que fonction dite de données de gestion de données. Ça me permet d'accéder à la référence article dans sa vision, dans une première niveau de vision, pour pouvoir accéder à la donnée et de pouvoir consulter et accéder en modification à cette fiche fonction. Okay, donc, l'ensemble, alors si je suis sur une fonction et je vais revenir sur le portail, je viens simplement cliquer en haut à gauche sur le portail Sage Enterprise Management pour pouvoir, avec une petite erreur de logo d'ailleurs, parenthèse, excusez-moi, d'avoir encore X3 sur cet élément-là. Donc là, on était sur la partie accueil. Si maintenant on fait un focus 2 secondes sur quelques fonctions, quelques écrans, je vais notamment, par exemple, faire au travers de ce chapitre introduction 7GEM, dans une structure, alors gestion des processus, sont encore de plus en plus utilisés. C'est de pouvoir naviguer dans la solution au travers des principes de navigation que je vous ai montré précédemment via donc la partie gestion des fonctions avec les chapitres, sous-chapitres, ainsi de suite. Mais c'est aussi de pouvoir, dans un processus dit gestion des achats, pouvoir traiter commande, réception, facture. Un process, à titre d'exemple, qui a été adapté par rapport à un contexte bien précis de référentiel, pouvoir accéder à la fiche de gestion des articles au travers de ce pavé article et d'accéder aux détails et à la fiche fonction de gestion des articles. À l'intérieur d'un écran, c'est de pouvoir de nouveau mettre à disposition des fonctionnalités d'adaptation des écrans au regard des utilisateurs, au regard des process. Vous avez toujours la possibilité de faire ce qu'on va appeler du custom de page. Donc, la page va pouvoir être customisée au regard dans la nouvelle version 12 pour définir ce qu'on va appeler des formats d'écran. Si je fais un parallèle avec des notions de taille coloris, dans la taille coloris, quand vous parlez textile, vous avez du L, M, S et du XS par exemple. Eh bien, on va définir des formats d'écran et ces formats d'écran, on va attribuer quels sont les champs qui apparaissent dans un format d'écran. À titre d'exemple, la désignation 3, si je me place sur cette notion de champ, je vais pouvoir dire s'il apparaît ou pas sur un écran de type PC, s'il apparaît ou pas sur un écran de type smartphone. Donc, on va pouvoir comme ça définir tout un ensemble de paramètres. Quels sont les champs qui apparaissent dans un contexte? Quels sont les champs qui apparaissent dans un autre contexte? On va pouvoir définir, faire au niveau d'un champ, faire des retours chariots pour pouvoir les présenter les uns sur les autres. On va pouvoir comme ça représenter. Quand je parlais de full responsive design, la solution, c'est de pouvoir recaler votre écran, vous voyez, au regard du support. Ici, je me retrouve sur un support sur lequel je suis beaucoup plus étroit qu'un autre support sur lequel j'ai peut-être inhibé la partie gauche. Eh bien, mon écran va être taillé pour pouvoir être au regard de cette fonction-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça vous rend compatible des écrans, y compris de consultation, mais y compris de gestion sur des terminaux plutôt réduits comme des tablettes, voire des smartphones. Assurer une partie saisie d'une commande sur un smartphone, c'était relativement compliqué auparavant. Aujourd'hui, c'est devenu possible au travers du paramétrage des écrans qui viennent compléter la solution Full Responsive Design. Ok. Bien évidemment, ces modifications d'écran sont, comment dire, vous allez pouvoir les sauvegarder et les mettre à disposition d'un ou plusieurs utilisateurs selon les profils, selon les habilitations, les règles d'habilitation classiques. Donc voilà pour une introduction d'ergonomie autour de la solution Sage Enterprise Management version 12. Autre aspect, maintenant on va rentrer plus sur des points plutôt donc fonctionnels. Si on est dans le domaine de gestion du négoce et de la partie production, une nouvelle dimension vient d'être intégrée en version 12, c'est la gestion de ce qu'on va appeler la gestion des contenants. On va parler d'unités logistiques, on va parler d'unités de stockage qui vont vous permettre de suivre non seulement des références, par exemple réceptionnées d'un article dans son unité de réception, mais on va pouvoir suivre la réception sur une unité de conditionnement de contenants. J'ai reçu 1024 articles qui ont été mis à disposition sur une notion de palette. Je vais donc pouvoir suivre spécifiquement, unitairement, cette notion de palette. Ça me permet d'être beaucoup plus précis dans la gestion des stocks. Ça me permet de gérer un article comme quoi j'en ai 12 dans mon emplacement A36B au titre d'un inventaire et j'en ai 1024 sur la palette qui n'a toujours pas été éclatée. Je vous propose une petite vidéo qui permet de donner quelques exemples
de fonctionnalités. Donc, cette notion de contenant, vous avez des processus qui sont adaptés spécifiquement pour cet élément-là. La réception ici qui vous est présentée, donc je me signe au titre d'un site de réception, d'un fournisseur. Je vais faire du picking de commandes et je vais donc pouvoir sélectionner une ou plusieurs lignes de commandes. Ces commandes-là vont m'alimenter ma partie dite de réception. Je vais mettre les quantités réceptionnées au regard des quantités commandées et ainsi de suite, avec les quantités et la notion de conversion dans les quantités de stockage, d'achat et donc d'unités de stockage. De cet élément-là, on va pouvoir l'habiliter à le mettre sur des contenants et donc faire tout un ensemble d'éditions d'étiquettes, non seulement des articles, mais aussi des contenants, donc les étiquettes contenants de type carton, de type palette. Donc, ça va vous permettre de vous accompagner sur vos process dits de réception à des fins de logistique. À titre d'exemple, ici, vous voyez quelques exemples d'étiquettes. Si maintenant je fais un focus sur une ligne, je peux, pour une ligne de réception, voir quels sont les différents numéros de contenants. Chaque contenant va pouvoir être identifié, on va dire, spécifiquement, unitairement. Je vais pouvoir aussi travailler sur la partie les numéros de contenants pour pouvoir derrière suivre. Alors, des fonctions de regroupement, des fonctions d'éclatement vont pouvoir être gérées par la notion de contenant. Vous voyez à titre d'exemple ici, j'ai un contenant à bac 0020 que je vais pouvoir par exemple éclater sur peut-être des cartons, voire sur des UVC. Donc c'est vraiment de pouvoir gérer cette notion comme étant une unité de gestion de type gestion de stock. Donc tout un ensemble de process qui vont permettre d'accompagner aujourd'hui vos process d'achat pour aller, je dirais, ajouter une dimension logistique. À titre d'exemple ici, vous voyez les stocks par numéro de. Vous recherchez dans vos stocks quels sont tous les contenants dans lesquels vous avez un article con 0003, con 001 pour pouvoir consommable, pour pouvoir retrouver le ou les contenants sur lesquels cet article a été pris en compte. Donc quelques écrans, fonctions complémentaires pour pouvoir gérer cette notion donc de coupement, regroupement. Et dernier écran, les stocks par numéro de contenant. Donc vous voyez ici, sur un site numéro FR021, je tape un numéro de contenant bien précis, le 116, la palette 0116. Je vais pouvoir donner par rapport à une étude de conversion. Je vais retrouver l'identifiant, le stock. Je vais pouvoir le déplier pour voir quels sont les articles qui composent cette notion de palette. Donc palette pouvant être homogène, mais aussi hétérogène. Donc ça, c'est une belle avancée autour de la solution. Ça veut dire au final pouvoir faire un inventaire. Et un inventaire, vous voyez à titre d'exemple ici, j'ai un même article, le cons 005, que je vais retrouver dans des notions de stock en UC, en carton de 10, en carton de 25, à l'unité, mais aussi sur des contenants bien précis. La palette 152, la 154 et la 156, et j'en ai 30 sur la 154 et ainsi de suite. Donc ça, c'est un point sur lequel il y avait des manques dans la solution standard de Sage Enterprise Management. Autre aspect, donc, a été initié dans le processus version 11, la gestion à l'affaire pour mieux nous accompagner et pour mieux vous accompagner sur des process dits de gestion de projet, de gestion à l'affaire orientée industrielle. Donc là, on va parler d'une totale intégration de la gestion à l'affaire, aussi bien dans les modules de distribution, de production, de relations clients que de la partie finance pour avoir un portail et un suivi financier. En complément, la version 12 va vous apporter tout un ensemble de nouvelles fonctionnalités, notamment pouvoir gérer des consolidations multi-projets en suivi financier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rattacher une affaire avec des affaires complémentaires. Et donc, ça va me permettre d'avoir une vision encore plus globale d'une affaire qui serait composée de sous-affaires. C'est de pouvoir aussi faire, je donne quelques exemples, c'est de pouvoir faire ce qu'on va appeler des notions de snapshot. La notion de snapshot, c'est vraiment, je prends une photo à un instant T. On est aujourd'hui le 2 avril, je prends une photo d'une affaire bien précise le 2 avril, je vais sauvegarder cette photo, et peut-être que le 2 mai, je vais pouvoir faire un comparatif entre la version du 2 mai et la version du 2 avril. Donc, ça me permet de stocker des visions. C'est de pouvoir aussi vous mettre à disposition des KPI, de nouveaux KPI. C'est aussi une intégration de toute la dimension gestion à l'affaire dans la dimension décisionnelle au travers de Sage Enterprise Intelligence. Je vous propose une petite vidéo qui illustre quelques écrans. Je vais peut-être pas forcément toute la passer, mais ça donne quelques exemples. Donc là, je suis sur un processus. Je vais accéder à la synthèse d'une affaire. La synthèse situation financière d'une affaire, vous voyez, permet de dire quelle est la date d'extraction de cette affaire.
j'ai une structure de coût, la structure de coût, gestion de projet, recherche et développement, ainsi de suite. Je peux parler de gestion d'affaires globale et je peux aller sur une ligne de coût pour pouvoir avoir le détail, le suivi financier uniquement, par exemple ici, de la partie fabrication, qui se décompose dans des natures de dépenses, matériaux et de gestion de temps, et pour aller jusqu'au niveau de détail, l'origine de cette ligne, c'est-à-dire jusqu'à un ordre de fabrication, par exemple, comme représenté sur cet écran. Donc, ça me permet d'aller de ma gestion d'affaires, de voir une situation financière globale et d'aller jusqu'à l'origine de la dépense, de l'investissement, de tout ce qui a concouru aux différents domaines sur cette partie-là. Un autre exemple d'écran, c'est de pouvoir, donc là, on redéplie les différentes analyses qu'on a pu faire pour remonter au niveau le plus haut. Si je remonte au niveau le plus haut à la gestion des affaires, je vais pouvoir aller voir des affaires associées. Vous voyez ici, donc une affaire qui est peut-être complémentaire, dépendante d'une autre affaire. Donc ça me permet de pouvoir là aussi faire un suivi financier en activant les affaires associées. Donc avoir cette vision financière encore plus globale que précédemment. C'est vraiment de pouvoir compléter le dispositif, de venir là encore sur une structure de coût bien précise et d'avoir la structure de coût au regard de ces différentes affaires. La notion de suivi d'affaires va me permettre aussi de faire des filtres et des critères additionnels par rapport à la notion de type de tâche, la notion de statut lancé, clôturé, et ainsi de suite. Et puis d'appliquer pour pouvoir consulter des informations. Donc, vous voyez ici, je développe la structure convoyeur à chaîne. Je vais retrouver des ordres de fabrication sur lesquels ils vont s'appuyer sur des notions d'articles, sur des notions de tout un ensemble d'éléments avec les quantités demandées, les quantités réalisées, ainsi de suite. Une gestion d'affaires intègre une notion de structure de tâches, planning de tâches. Pour le lancement de projet, je vais faire une revue de contrat et de validation, mais je vais initier tout un processus d'opération. Je vais organiser ces tâches. Les tâches, je vais pouvoir programmer ces tâches. Je vais pouvoir enregistrer des temps au regard de ces tâches. Je vais pouvoir mettre des dates demandées, des dates de réalisation, faire des analyses bien précises. La structure de tâches va me permettre donc de faire tout un ensemble d'éléments autour de la solution. Si je viens faire un petit focus dans la partie snapshot, ça me permet de voir ici, sur cet exemple de photo financière, de dire qu'à telle date, je vais faire une photo et je vais donc stocker cette photo. L'avantage de snapshot derrière, c'est que ça va me permettre de faire ce qu'on va appeler des comparaisons, faire une comparaison donc N-N-1, M-M-1, ou alors une date bien précise par rapport à une autre date bien précise, parce que ce sont des dates importantes dans le cycle d'une affaire, par exemple. Donc, quelques exemples d'écran qui vous permettent d'avoir des visions autour. C'est pour une petite parenthèse, ces tableaux que vous voyez ici, reste engagé N-1, N, sont paramétrables via des formules totalement libres et paramétrables dans le cadre de vos projets gérant des gestions d'affaires. Autre aspect, donc, des évolutions complémentaires autour de la gestion des versions, notamment pour pouvoir traiter des mises à jour de masse, remplacer et faire des suppressions en masse sur des articles gérés en versionning. Pour rappel, la notion de version à l'intérieur de cette GEM, c'est de pouvoir, sans avoir à créer un nouvel article, pouvoir suivre un article dans le temps, aussi bien sur des notions de produits finis que des articles avec des notions de nomenclature et de gestion de gamme. J'ai un composant qui change à partir de telle date. Je peux gérer des exceptions de nomenclature. Et je peux créer aussi un article dans une nouvelle version avec des notions de date d'application, des dates de fin pour chacun des composants. Donc, on va pouvoir conditionner et contrôler les processus. Donc, cette notion de version va me permettre d'accompagner dans le temps sans avoir à perdre des historiques de vente, par exemple, d'un article, gérer une notion de version pour pouvoir le suivre d'un point de vue process. Production Scheduler qui a été initié dans une version précédente, notamment la version 11, avec une totale refonte de l'outil d'ordonnancement. Donc, des compléments ont été rajoutés dans la version 12, pouvoir notamment faire des liens entre différents ordres de fabrication, ce qui n'était pas le cas précédemment. Le fait de, par exemple, vouloir ordonnancer un ordre de fabrication qui est lié à d'autres ordres de fabrication, eh bien, toutes les incidences vont être prises en compte, y compris dans le cadre de l'outil d'ordonnancement. C'est de pouvoir aussi personnaliser encore plus la vue des plannings avec des nouveaux critères. On avait quelques critères qui étaient mis à disposition, qui étaient personnalisables dans la version 11. Maintenant, on est allé beaucoup au-delà avec la version 12. Juste à titre d'exemple, un exemple d'écran donc de ce qu'est Production Scheduler. Je vais donc venir ici sur mon chapitre webinaire du 12.2. Je vais aller sur la partie ordonnancement.
j'ai tout un process d'ordonnancement qui me permet de sélectionner des OF fermes, planifiées, de les soumettre pour pouvoir les récupérer dans mon outil d'ordonnancement. Cet outil d'ordonnancement travaille au regard de sites. J'ai des sites qui sont peut-être opérationnels d'un point de vue de production, des ateliers, d'autres qui ne le sont pas parce qu'ils sont uniquement à dimension commerciale. Je vais me signer au travers donc d'un site FR012 qui est un site orienté production. De ce fait, je vais pouvoir retrouver quelques exemples d'écrans autour de l'ordonnancement. Ça me permet donc de naviguer. Je vais par exemple venir ici sur mon onglet GantOF pour pouvoir voir différentes représentations graphiques de mon atelier à des fins d'ordonnancement sur cet écran-là. Ça me permet d'avoir une vision de type GantOF ou plutôt orientée par rapport à des ressources, diagrammes de charge, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai un petit bouton plus qui va me permettre de faire des gants personnalisables au titre dont on va pouvoir prendre un ou plusieurs éléments. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire, par exemple, par client et par article. Donc, je vais pouvoir ici, par exemple, prendre en premier axe le client, en deuxième axe l'article, le code. Et donc, je suis en train de me créer, vous voyez, j'avais fait l'exemple précédemment, je suis en train de me créer une vision par client et à l'intérieur de chaque client, par article, la vision donc des OF tels qu'ils sont pris en compte dans la solution. C'est de pouvoir donc vraiment vous donner cette dimension, spécifique selon vos besoins en termes de restitution. Je vous propose donc de revenir au fil de la présentation. Petite parenthèse, c'est aussi de pouvoir de fixer dans l'ordonnancement la date de début d'opération. En termes d'ordonnancement, ça peut être intéressant de planifier au regard donc de cette date de début. Autre aspect, autre module complémentaire qui arrive avec la version 12, donc la gestion de ce qu'on va appeler la gestion des non-conformités. Là, on est sur un nouveau module qui est initié en version 12, qui sera encore complété avec des fonctions complémentaires donc sur les versions ultérieures. Donc, c'est de pouvoir suivre tout un ensemble anomalies qui peuvent être aussi bien issues de process d'achat, de vente ou de production. Je vais par exemple sur une réception d'achat pouvoir initier un process de non-conformité. Sur un ordre de fabrication, là aussi, peut-être initier un process de non-conformité, voire sur un retour client, voire sans aucune origine, pouvoir initier un process de non-conformité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais enregistrer administrativement un objet dans la base Sage Enterprise Management qui va me permettre de mettre tout un ensemble de commentaires, mais aussi de pouvoir définir des plans d'action et de mettre des notions de date de projection pour traiter la non-conformité. Si on montre un petit exemple quelques exemples d'écran. Donc ici, vous voyez, j'ai un processus donc de gestion des non-conformités. Je vais rentrer à titre d'exemple dans une réception d'achat. Cette réception d'achat va me permettre de gérer, de voir le parallèle avec la notion de non-conformité. Donc je suis ici dans une non-réception. Je vais pouvoir créer des non-conformités à l'entête, mais aussi ligne à ligne. Donc une seule ligne d'une réception va pouvoir être la source d'une non-conformité. Donc, je vais pouvoir lister l'ensemble des non-conformités d'une réception. J'ai peut-être trois lignes de réception, mais que 2 lignes sur lesquelles il y a un souci. Heureusement d'ailleurs qu'on n'est pas obligé de le faire pour toutes. Donc, ça me permet d'avoir donc la non-conformité, d'accéder aux détails d'une non-conformité qui est signée au travers d'un site, qui est signée au travers d'un code bien précis, des descriptions, l'origine. Donc, s'il y a une origine, je vais retrouver nativement la partie origine, de mettre du descriptif et de mettre tout un ensemble. Donc, vous voyez ici l'origine, d'avoir la notion de traçabilité. Donc ici, je peux aussi gérer, bien évidemment, si je gère par la notion de numéro de série, j'ai reçu 10, j'ai peut-être sur les 10 uniquement 2 articles qui sont en non-conformité. Donc là, je vais pouvoir isoler les 2 numéros de série sur lesquels la non-conformité a été identifiée. J'identifie la cause, j'identifie un motif, notion de gravité, important, pas important, accessoire. Donc je vais pouvoir comme ça définir tout un ensemble d'indicateurs, orienter le travail vers des responsables de non-conformité. Si on fait un focus dans un plan de non-conformité, on va pouvoir faire des planifications, on va pouvoir planifier des actions de type de mise en œuvre, de type réaliser, clôturer, et ainsi de suite. Donc on va pouvoir comme ça définir les différentes étapes dans le traitement de ma non-conformité. Si maintenant on fait un focus sur la partie gestion des actions via des interventions, on va donc, au travers donc, de cet écran, pouvoir définir, y compris.
quand même. On va pouvoir définir tout un ensemble d'états et voir des commentaires, voire de mettre des dates d'initialisation du processus. Pour terminer, juste un petit point, un petit rappel notamment, c'est de pouvoir dire que la version 12, elle est en totale conformité avec la notion de RGPD. Notamment, la version 12 est passée la notion d'agent simultané. Nous sommes passés en agent nommé. Là, c'est pour appliquer Sedge en tant qu'éditeur, donc se met au regard de la conformité pour pouvoir notamment prendre les différentes nouvelles règles autour de RGPD pour bien identifier chaque utilisateur qui va se connecter à la solution. Voilà pour un rapide focus autour de la solution version 12. Il nous reste un petit peu plus de 10 minutes pour répondre à différentes questions-réponses complémentaires. Alors, une question pour cette session questions-réponses. Donc, la partie configuration des écrans est-elle uniquement soumise aux administrateurs ou est-elle possible par les utilisateurs eux-mêmes? Elle est techniquement de base possible par les utilisateurs. Bien évidemment, il y a des notions d'habilitation dessus qui vont se positionner. On va pas forcément donner l'accès à tous les utilisateurs parce que là, on peut retrouver des résultats assez déstabilisants pour un système d'information. Donc oui, il est préférable de mettre ces habilitations-là au titre des administrateurs du système. Donc soumis à habilitation comme d'autres fonctions. Concernant les contenants, y a-t-il une fonction entre unité logistique, unité de stockage et les codes barres? Donc vous allez retrouver des codes barres pour l'unité l'UVC, on va dire, l'unité du produit, et vous pourrez éditer des codes barres bien précis, bien spécifiques pour la gestion du contenant en tant que tel. Donc un code barre spécifique au contenant. Quel est le positionnement de SedgeEM V12 vis-à-vis de Sedge FRP1000? Donc FRP1000, on est plutôt sur une dimension comme son dimension financière, où vous êtes plutôt sur une notion financière, mais quand vous êtes dans un contexte plutôt territoire français, SedgeEM va apporter une vision multisociété au sein d'une même base de données, ce qu'on va appeler d'un même dossier. Sedge Enterprise Management apporte des réponses sur la partie production, sur la partie négoce, distribution, gestion des achats. On est vraiment sur un sens plutôt ERP. Il n'y a aucune critique, chacun son domaine. Il y a de la place pour tout le monde. FRP1000 va intégrer la dimension trésorerie, là où peut-être SedgeEM ne va pas forcément aussi loin sur cette dimension-là. Donc ERP d'un côté, SedgeEM, et solution financière de l'autre côté, FRP1000 est uniquement financière. Pour la partie stock et gestion d'emplacement de stock, une connexion avec des terminaux portables type Zebra Android avec lecteur code barre, est-il possible? Oui, c'est tout à fait possible. Alors après, j'ai pas forcément la bonne connaissance par rapport au lecteur qui m'a été donné, mais on a des saisies déportées via des terminaux qui lisent des codes barres, qui vont permettre donc sous réserve donc de connexion Wi-Fi via la solution via le système, de pouvoir remonter les mouvements en temps réel, des mouvements, des inventaires, des entrées et ainsi de suite. Le module Production Scheduler peut-il être utilisé autrement qu'avec les OF, avec les étapes d'une affaire par exemple? Non, le module Production Scheduler est orienté au travers donc de la gestion de la partie production. Vous avez, je ne l'ai pas montré dans la gestion d'affaires, vous avez une représentation sous format de type calendrier des différentes tâches que compose une affaire, mais là on va parler plutôt de consultation et pas d'optimisation, pas d'ordonnancement. Donc ce sont bien deux domaines différents. Production Scheduler est orienté au titre d'ordonnancement, au titre de la gestion de production. Est-il possible de planifier des dates de clôture mensuelles qui sont différentes des mois calendaires et différentes d'un mois sur l'autre et voire même d'une année sur l'autre? Je ne suis pas suffisamment comptable pour être sûr pour répondre. Il n'y a pas de contrainte par rapport à des dates. Tu peux très bien faire en janvier la clôture le 31, en mars le 2 du mois suivant. Il n'y a pas de contrainte autour de ça.
Maintenant, je vous propose de noter et de demander à quelqu'un qui a une dimension plus comptable de rappeler. Donc, de noter la question pour pouvoir vous rappeler. C'est noté, Jean-Pierre. Dans le module non-conformité, pourra-t-on inclure des documents? Réponse Oui, fournisseur, par exemple. tout à fait. Excusez-moi, oui, je l'ai pas fait référence. Comme dans tout objet de Sage Enterprise Management, que ce soit des données référentielles ou événementielles, vous pouvez mettre des pièces jointes, donc des documents. Par exemple, un bon de livraison qui a été fourni sous format papier par le fournisseur. Je vais le scanner et je vais le mettre comme pièce jointe à la non-conformité pour vraiment avoir un suivi administratif, mais aussi un suivi visuel de cette non-conformité. La solution contient-elle un WMS? Non, on est sur une dimension. Ici, on est sur un ERP qui intègre une gestion de stock assez évoluée. On va gérer des notions de sites de stockage, de dépôt, d'emplacement, de typologie de déplacement, ainsi de suite, ainsi de suite. On n'est pas sur un pur WMS. Par WMS, on peut aller gérer des notions de gerbage. Enfin, on va pas rentrer dans les détails du WMS. On a des solutions partenaires qui nous permettent de nous accompagner sur des domaines bien précis comme le WMS. Sage Enterprise Management intègre une gestion de stock, n'est pas intégré, enfin n'intègre pas la notion pure WMS. Après, ça dépend où on met le niveau du besoin. Peut-on gérer une activité de service comme l'affectation des heures sur le production scheduler? Est-ce que c'est pertinent? Vous allez le faire au travers de la gestion des gammes, c'est-à-dire qu'à un produit fini, vous avez associé une nomenclature, pardon, et vous allez pouvoir associer une notion de gamme sur lequel on va gamme entendre des notions de ressources machines, de ressources hommes. Qui dit homme dit des notions de planification d'intervention, et on va pouvoir planifier, mais on va pouvoir constater les interventions. Donc oui, on peut enregistrer des actions, on peut enregistrer des temps passés au regard d'un ordre de fabrication. Production Scheduler vous met au regard de ces ordres de fabrication de ces gammes, vous donne une représentation graphique des OF, alors, par produit, par gamme, par opération, pardon, par différents niveaux. Donc oui, c'est possible. Alors, on me demande des compléments d'information sur la fonctionnalité MRP. Oui, alors là, c'est un vaste débat. Donc, on va travailler, donc, quand on parle de production scheduler, si je fais le lien, on va travailler en capacité finie et ou infinie. Par MRP, on va lancer un calcul de besoin, donc, sur la partie gestion des ordres de fabrication, portefeuille de commandes, en intégrant les ordres de fabrication déjà référencés, en intégrant la partie gestion des appros déjà référencés. Donc, on est vraiment sur de la planification de réapprovisionnement, en intégrant les dimensions gestion des seuils, en intégrant les portefeuilles de commandes clients, en intégrant les portefeuilles d'ordre de fabrication. Donc, on est vraiment sur un calcul de type MRP. Pour plus n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions complémentaires autour de ce besoin. Merci Jean-Pierre. A-t-on une gestion des réclamations clients pouvant générer un avoir? Vous avez un acte qui permet d'enregistrer en effet une demande de, alors je ne sais plus comment il est libellé exactement, j'ai un petit trou de mémoire, excusez-moi, une demande on va appeler réclamation client qui va me permettre sur la base de cette demande-là de pouvoir générer tout à fait un avoir au regard d'une livraison qui va me faire remonter toute l'histoire de la livraison, je remonte à la commande et ainsi de suite. Donc oui, j'ai la possibilité d'enregistrer un acte qui va me permettre de générer un avoir. Est-ce que les pièces jointes sont stockées directement dans l'ERP ou stocke-t-on des liens vers le document comme c'était le cas pour la V6.5? Ce sont des liens vers des URL. Il n'y a pas de stockage, à l'exception de l'image du produit, il n'y a pas de stockage en base. Pour éviter de polluer la base de données justement avec des volumes trop importants. Et ces liens URL peuvent être saisis, peuvent être aussi intégrés par des fichiers d'interface. Très bien, merci Jean-Pierre. Nous n'avons plus d'autres questions. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le sujet de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt pour de nouveaux événements. Merci, bonne journée. Au revoir.